Le 8 décembre 2018, Yamaguchi Mao, membre du groupe japonais d'idol NGT48, rentre chez elle dans son appartement de Niigata. C'est alors qu'elle est agressée par deux hommes s'étant introduits chez elle par effraction. L'un d'eux la saisit par le visage, tandis que le deuxième la plaque au sol et lui couvre la bouche pour l'empêcher d'appeler à l'aide. La jeune femme parviendra tout de même à s'échapper, les deux hommes étant distraits par le bruit de l'ascenseur. Ce n'est qu'un mois plus tard que l'affaire deviendra publique. Yamaguchi révèle l'agression dont elle a été victime sur les réseaux sociaux et accuse d'autres membres du groupe d'avoir fait fuiter son adresse sur internet. Elle portera plainte par la suite et ses agresseurs sont arrêtés par la police, mais hélas relâchés sans condamnation. Le 10 janvier 2019, le groupe organise un concert pour célébrer son 3e anniversaire. C'est alors qu'à la surprise générale, Yamaguchi prend le micro et s'excuse en public d'avoir inquiété ses fans. Ces excuses provoqueront un tollé général, les fans se demandant, à juste titre, pourquoi c'est à la jeune femme de s'excuser d'avoir subi une agression. Excuse d'autant plus troublante que le management se refusera à tout commentaire. Cette affaire est loin d'être un cas isolé. Le monde des idols regorge d'affaires et de scandales, qui prouvent une bonne fois pour toutes que cette industrie cache une face bien sombre. Déjà en 1997, le film Perfect Blue nous plongeait dans l'enfer des idols. Perfect Blue est le premier film de Satoshi Kon, un réalisateur majeur de l'animation japonaise qui a fait ses débuts en tant qu'assistant de Katsuhiro Otomo sur le manga Akira, excusez du peu, et qui entamera ensuite une carrière de mangaka dans les années 80 avec de nombreuses œuvres marquantes telles que Opus, Séraphim, Kaikizen, autant d'œuvres que je vous recommande absolument tant ce sont de véritables petits chefs-d'œuvre. Mais je digresse. En 1997, il se lance donc dans la réalisation de son premier long métrage. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Car Perfect Blue est une œuvre coup de poing. Le genre dont la violence graphique et psychologique ne vous laisse pas indemne et qui secoue toujours autant plus de 20 ans après sa sortie. Le film raconte le parcours de Mima, jeune pop star, membre d'un groupe d'idols en vogue qui décide de prendre un nouveau départ en se lançant dans une carrière d'actrice. Mais la découverte d'un site internet qui retrace ses moindres faits et gestes et les agressions dont est victime son entourage vont la faire sombrer dans la paranoïa. L'animation a certes un peu vieilli, avec des graphismes aujourd'hui vieillots et des mouvements de lèvres qui ne collent pas toujours parfaitement au dialogue, mais la mise en scène virtuose de Satoshi Kon reste totalement maîtrisée, nous gratifiant de plans devenus cultes tels que celui de la baignoire ou la confrontation finale dont on ne spoilera rien. Ce qui est sidérant, c'est de voir que le film est toujours d'actualité aujourd'hui et porte un regard si juste sur le monde des idols. Mais avant toute chose, c'est quoi une idol? Une idol, c'est une starlette, généralement jeune et belle, qui s'illustre principalement dans le chant et la danse, mais elle peut également revêtir la casquette d'acteur, mannequin ou même présentateur. L'origine du mot idol est assez cocasse. En effet, il n'est pas réellement né au Japon, mais en France, avec les idoles des années yéyé. Le terme s'est popularisé au Japon grâce au film Chercher l'idole avec Sylvie Vartan, pour laquelle les Japonais se sont pris de passion. Le succès du film fut tel qu'il lança une nouvelle mode qui s'est étendue depuis dans toute l'Asie et a su perdurer jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons comparer l'œuvre qu'est Perfect Blue avec la réalité des idols aujourd'hui. Nous évoquerons des cas provenant des deux pays où ce phénomène est particulièrement prégnant, le Japon d'une part, et la Corée du Sud d'autre part. 3 éléments dénoncés par Satoshi Kon dans Perfect Blue ont particulièrement attiré notre attention. Dans Perfect Blue, la jeune Mima ne possède pas beaucoup d'espace de vie privée. En effet, ses moindres faits et gestes sont exposés sur un site internet, une nouveauté à l'époque, par un parfait inconnu. Ceci l'amuse au début, mais elle inquiète très vite quand elle voit que rien de sa vie n'échappe à cette personne. Elle est soumise à une observation continue et ses moindres faits et gestes sont commentés par ses fans qui ne voient pas d'un très bon œil l'abandon de sa carrière de chanteuse. Ces deux agents également régissent l'intégralité de sa vie et on la voit coupée de ses proches, n'ayant quasiment aucun lien avec ses parents, à part un coup de téléphone au début du film. Tout ceci est le reflet de la réalité. La vie privée des idols est régie par leurs agences qui leur imposent des clauses très strictes à respecter.
Au Japon, les idoles n'ont pas le droit d'avoir des relations amoureuses, ce qui briserait l'image de pureté qui leur est associée. Le cas de Minami Minegishi est bien connu tant il a fait du bruit à l'international. En 2013, un journal à scandale révèle que la jeune idol entretient une relation avec un célèbre membre de boys band. Cette amourette déclenchera une vague de haine envers la jeune fille et elle sera contrainte de présenter ses excuses en public, allant jusqu'à se raser la tête en signe de déshonneur. Ce geste, qui peut paraître choquant à nos yeux d'occidentaux, surtout étant donné la symbolique liée au fait de raser la tête des femmes dans l'histoire, a cependant eu l'effet escompté, car il a permis à Minegishi de sauver sa carrière et de regagner le respect de ses fans. De même, tout comme Mima, poursuivie par un stalker, certaines idols ont vraiment vécu ça. On peut par exemple citer l'exemple de Nayeon, membre du groupe Twice en Corée du Sud. Un Allemand du nom de Josh s'est mis en tête de la rencontrer afin de lui demander de l'épouser. Il précise d'ailleurs qu'il l'aime pour sa personne et non pas en tant qu'idole. Cela a été très loin. Au début, il envoyait des fleurs et des cadeaux à la star. Très vite, il s'est mis à la suivre partout où elle allait, ou à faire des pèlerinages dans des lieux qu'elle avait visités. Évidemment, Nayeon a toujours rejeté ses avances. C'est devenu tellement grave qu'une personne sur Twitter a diffusé un enregistrement supposément provenant de ce Josh, où il profère des menaces de mort si l'idole refuse toujours de le rencontrer. This is a life and death situation in which me and Nayeon might die soon. Cet homme a été expulsé de Corée du Sud, mais récemment il est revenu sur le territoire avec la ferme intention de demander en mariage Nayeon et de lui demander de le suivre en Australie. Si à l'époque de la sortie de Perfect Blue, Internet n'en est encore qu'à ses balbutiements, son usage s'est depuis grandement démocratisé, ce qui a hélas contribué à accroître le harcèlement dont sont victimes les idoles. Il est devenu monnaie courante d'insulter, de cyberharceler ou de proférer des menaces de mort sur une star ou un groupe. En effet, en stan, c'est-à-dire en soutenant un groupe, certains fans peuvent en venir à harceler en continu un autre groupe. Le groupe Mamamoo, par exemple, en a fait les frais. Les 4 artistes vivent sous les insultes permanentes, en particulier Wasa, qui a le malheur de ne pas rentrer dans les canons de beauté excessivement rigoureux de la K-pop. On dira alors qu'elle est trop grosse, trop laide, ou encore qu'elle a la peau trop foncée pour être une idole. Paradoxalement, on accusera aussi les 4 filles de racisme. La chaîne du groupe a même été hackée afin de modifier les titres des chansons pour insulter le groupe, ou encore encourager les fans à aller plutôt regarder la dernière vidéo du groupe Blackpink, alimentant ainsi une guerre entre les deux groupes qu'aucun des deux n'a vraiment souhaité. Des personnes vont encore jusqu'à lancer des rumeurs sous-entendant que 2 autres chanteuses du groupe, Solar et Moonbyul, seraient en couple. Vous imaginez ? Ce serait terrible si elles étaient lesbiennes, non? On passe même à de la transphobie lorsqu'on explique que Wasa est trop moche pour être une femme de naissance, et à du validisme lorsqu'on dit qu'elles sont malades mentales. On pourrait continuer des heures à lister toutes les horreurs qui ont été proférées sur Mamamoo. Wasa, lors d'un clip en solo, a symbolisé toutes ces critiques haineuses par des flèches, montrant que les haters ne l'atteignent pas et qu'elle trace sa route. Si Wasa arrive à trouver son équilibre malgré les haters, ce n'est hélas pas tout le temps le cas. En tant que femme dans un star system reposant sur le bon vieux principe qui veut que le sexe fasse vendre, Mima est constamment amenée à mettre en scène sa sexualité. Elle se voit ainsi constamment proposer de tourner des scènes explicites, y compris une scène de viol particulièrement traumatisante qu'elle ne souhaite pas jouer, mais se sent obligée d'accepter sous peine de ne jamais faire carrière. Son désir de percer l'amènera également à poser pour des photos de nus, pratique extrêmement courante dans l'industrie des idoles japonaises, et connue sous le nom fort poétique de gravure. C'est un passage quasiment obligé pour toutes les idoles féminines au Japon. Le plus sordide dans tout ça, c'est que l'âge moyen des gravures s'étend de 11 ans à 31 ans. 11 ans. Le groupe tristement célèbre AKB48 en a fait sa marque de fabrique. Ce dernier, au nombre ahurissant de membres, souvent remplacés quand elles deviennent trop vieilles c'est-à-dire avoir plus de 25 ans, sexualise énormément de très jeunes femmes. Preuve en est ce clip datant de 2010, AV Rotation, qui a fait couler beaucoup d'encre. Les filles sexualisées et infantilisées se font des câlins, des bisous, et certaines se retrouvent même nues dans une baignoire. Matsui Jodina, l'une des idoles se retrouvant dans ce bain, dans une scène qu'on se refuse de vous montrer, avait alors 13 ans. Tout le paradoxe des idoles japonaises vient du fait que les producteurs mélangent une imagerie de pureté et d'innocence enfantine avec une sexualité outrancière. Les Japonais entretiennent en effet une véritable fascination pour la virginité. Dans certains cas extrêmes, cela pousse certains hommes à se détourner des femmes de leur âge et à se prendre de passion pour des jeunes idoles bien souvent mineures. Tout cela est d'ailleurs très bien expliqué par l'auteur Atsuhiko Nakamura dans son ouvrage La virginité passée 30 ans, où il décrypte le comportement de certains de ses fans d'idoles. En leur vendant une image idéalisée de jeunes filles pures et innocentes, mais aussi sexy et entièrement à leur disposition,
Le marché des idoles pousse certains hommes à se détourner des relations amoureuses et à se vouer corps et âme à leur star dans un ersatz de relations à sens unique. Tout comme Mima dans Perfect Blue, qui en vient à devoir poser nue pour réussir, beaucoup d'anciennes idoles, une fois passées leur carrière de chanteuse, se tournent vers l'industrie du porno, faute d'autres débouchés possibles. Encore une fois, l'exemple de AKB48 est sidérant. Nombre d'anciens membres du groupe se retrouvent dans l'industrie pornographique. Les exemples sont nombreux, mais pour des raisons évidentes, nous n'allons pas en citer ici. Il faut rajouter à cela qu'un ancien exécutif du groupe a été arrêté pour des cas de prostitution infantile. Dépossédés de leur vie privée, dépossédés de leur propre corps qui appartient tout entier aux fans, les idoles en viennent à ne plus se reconnaître dans leur personnage de star et à en perdre toute identité propre. Cette aliénation est bien présente chez Mima qui en vient à ne plus savoir qui elle est réellement et à vivre un véritable dédoublement de personnalité. Qui est la vraie Mima ? Le film n'offre pas de réponse claire à cette question, perdant constamment le spectateur entre rêve et réalité. C'est justement cette perte de la réalité qui pousse de nombreux idols dans la dépression et le mal-être, en poussant certains à commettre l'irréparable. Vous avez sûrement entendu parler du boys band sud-coréen BTS, groupe d'idoles au succès monumental qui a contribué à faire connaître la pop sud-coréenne dans le monde entier. Parmi ses membres, on retrouve un certain Min Yoongi, plus connu sous le pseudonyme de Suga ou encore Dagus D. C'est sous ce nom qu'il sort en 2016 une mixtape de rap assez différente de la pop colorée et sucrée qu'on associe généralement au groupe. Sur l'un des morceaux, intitulé The Last, il parle de sa dépression, de ses troubles mentaux et du dégoût de lui-même né du succès et de la difficulté de la vie d'idol. On retrouve dans les paroles le thème de l'aliénation qui est au cœur de Perfect Blue, le rappeur ne se reconnaissant plus dans son personnage et ayant peur de devenir un monstre. Je ne sais plus qui est le vrai moi, Min Yoongi n'existe plus, je l'ai tué. Bon, le jeune homme précise tout de même qu'aujourd'hui il va mieux, mais s'il a pu s'en sortir, tous n'ont malheureusement pas eu cette chance. En 2017, le monde de la K-pop est ainsi secoué par le suicide du chanteur Kim Jong-un, âgé de seulement 27 ans. Il laissera un mot pour expliquer son geste. Je suis brisé de l'intérieur, la dépression qui me ronge peu à peu m'a finalement dévoré, et je n'ai pas pu la surmonter. Younghyun n'est malheureusement pas un cas isolé. En 2019, la chanteuse et actrice Sulli met elle aussi fin à ses jours, ne supportant plus le cyberharcèlement dont elle est la victime au quotidien. La même année, la chanteuse Gu Hara met à son tour fin à ses jours, victime de harcèlement et de chantage de son ex-petite amie, menaçant de révéler des vidéos à caractère pornographique. Stalking, harcèlement en ligne, hypersexualisation, 20 ans après, les thèmes soulevés par Perfect Blue sont toujours autant d'actualité et toujours plus inquiétants. Derrière le strass et les paillettes qu'on associe volontiers à l'industrie des idoles, c'est à une véritable marchandisation des êtres humains qu'on assiste. Les artistes sont considérés comme des produits au service de leurs fans et non plus comme des êtres humains à part entière. Si on ajoute à cela des contrats durs à rompre et des salaires parfois inexistants, le prix du succès semble définitivement bien cher à payer. Toutefois, si ce portrait paraît bien sombre, on peut espérer que les choses viennent à changer. Les idoles prennent de plus en plus la parole sur les problèmes de santé mentale qu'ils peuvent rencontrer en dénonçant le comportement des fans et des agences. On souhaite que l'industrie se remette en question et commence à prendre à cœur le bien-être de ces artistes pour éviter que certains ne sombrent dans la même folie que Mima. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme vous avez pu le voir, on a voulu s'essayer à un format un peu différent, où on partait d'une œuvre et on le comparait avec la réalité. Ça nous a pris pas mal de temps, mais c'est un sujet qui nous touchait particulièrement et on voulait vous en parler. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, c'est bon pour le référencement, il paraît. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Qu'on espère un peu plus fun.